Prime Minister Netanyahu is sincere about his concerns with respect to Iran. It's understandable why Israel is very concerned about Iran. We are too. But what we've consistently said is we have to stay focused on our ultimate goal, which is preventing Iran from having a nuclear weapon. Congress has played a hugely important role in helping to build our sanctions on Iran. But they shouldn't play the spoiler now. Iran's goons in Gaza, its lackeys in Lebanon, its revolutionary guards on the Golan Heights are clutching Israel with three tentacles of terror. Iran and ISIS are competing for the crown of militant Islam. One calls itself the Islamic Republic, the other calls itself the Islamic State. So when it comes to Iran and ISIS, the enemy of your enemy is your enemy. Bonsoir à tous, vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre antenne, ce discours dont on parlait depuis des semaines de Benjamin Netanyahou au Congrès américain, c'était tout à l'heure. Il a d'ailleurs duré un peu plus longtemps peut-être que ce que l'on pouvait imaginer, près d'une heure, peut-être à cause entre guillemets de ces standing ovations à répétition qui ont jalonné ce discours, ces applaudissements. Bref, Netanyahou qui a joué eh bien devant un public acquis à sa cause, celui donc des parlementaires américains, représentants et sénateurs réunis pour ce discours. On va en parler avec une édition spéciale donc d'une heure et demie consacrée à ce discours, avec évidemment toutes ses implications à la fois sur la scène internationale mais aussi en Israël puisqu'on est en campagne électorale. On reçoit tout d'abord Aviram Golan, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes journaliste et écrivain ici en Israël. Bonsoir Emmanuel Navon, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On sera également en direct avec nos envoyés spéciaux qui ont suivi de très près évidemment ce discours à Washington au Congrès, Mathias Sinbar, Elliot Schenberg. On aura également des réactions à vous faire entendre, que ce soit chez les jeunes du Likoud qui avaient organisé eh bien une projection en direct de ce discours du côté d'Herzliya, près de Tel Aviv, mais aussi chez ces Israéliens qui sont restés indifférents à ce discours, qui ne l'ont même pas regardé. Ce sera aussi avec l'un de nos envoyés spéciaux, Léa Berdugo et Maël Benoliel, qui se sont rendus dans le centre de Tel Aviv. D'abord donc une petite réaction à chaud avec vous sur ce discours. On va le détailler dans un instant, on va en voir les principaux extraits, Emmanuel Navon, mais globalement, est-ce que vous diriez que Netanyahou a été habile, c'est-à-dire à la fois pour ne pas froisser Barack Obama directement, tout en disant, eh bien en marquant son désaccord sur le nucléaire iranien? Je pense que dans ce discours, pour utiliser une expression en anglais, he went for broke, c'est-à-dire qu'il est allé vraiment droit au but et il a vraiment pris le risque de se froisser avec l'administration Obama. Alors c'est vrai qu'il a commencé avec des précautions en disant que le président Obama a fait beaucoup, même plus que ses prédécesseurs, pour la coopération militaire et sécuritaire avec Israël. Il a ensuite remercié le Congrès américain pour son soutien. Et ensuite, il a critiqué l'accord en disant très clairement que c'est un mauvais accord, qu'il est mal négocié. Et également, il a remis en cause ouvertement, le présupposé de l'administration Obama, à savoir que nous avons le choix entre ce mauvais accord qui est en train d'être conclu ou rien d'autre, ou pas d'accord. Il a dit clairement non. On a le choix entre ce mauvais accord ou un meilleur accord. C'est ça le désaccord entre, aujourd'hui, je dirais, l'administration Obama et le gouvernement Netanyahou. Et là, Netanyahou dit, vous êtes une superpuissance, vous pouvez être plus ferme. Vous pouvez, comme il l'a dit en anglais, call the bluff. L'Iran a besoin de cet accord plus que vous n'en avez besoin. Et là, effectivement, il a dit clairement, il a mis les choses sur la table en disant, oui, il y a un désaccord là-dessus. Pour nous, c'est un accord inacceptable. Vous, en tant que superpuissance, vous pouvez vous permettre d'être plus ferme et de ne pas signer un tel accord. Et dernier point également, il a également piqué l'administration Obama sur les relations avec l'Iran, en disant que dans le conflit contre l'État islamique, contre ISIS,
ça n'est pas que l'ennemi de mes ennemis sont mes amis. Il a dit non, l'ennemi de votre ennemi est votre ennemi. Et ne croyez pas que si vous combattez l'État islamique, mais que vous laissez l'Iran se doter d'une arme nucléaire, vous aurez gagné la bataille, mais vous aurez perdu la guerre. Avera Magolan, comment vous avez Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas ce que disent les gens à Tel Aviv, mais plutôt ce que disent les gens à Sderot, à Ofakim, dans le sud, les travailleurs qui... C'est là où était Herzog ce soir, d'ailleurs, au moment du discours de Netanyahou, hein, à Sderot. Oui. Et ils étaient où? Et est-ce qu'ils ont, est-ce que quelqu'un à Sderot ou à Netivot ou quelque part au nord d'Israël était intéressé du tout de ce discours? Et moi, je pense que, à la rigueur, c'est tout ce discours, toute cette histoire autour du discours de Netanyahou, normalement, n'intéresse pas les Israéliens. Mais pourquoi? Parce que ça ne concerne pas... Ça n'a rien à voir avec la société israélienne, avec la vie quotidienne des Israéliens, avec les grands problèmes auxquels s'occupent la plupart des Israéliens. Disons que la situation dans les hôpitaux en Israël aujourd'hui, qui n'acceptent plus des malades parce qu'ils sont pleins à craquer, ça intéresse beaucoup plus les Israéliens. La situation dans les écoles, où il y a 40 élèves à chaque classe, et la journée de l'école en Israël est très très courte, c'est jusqu'à midi, et puis pas de cantine, pas d'école l'après-midi, etc., etc. Tout ça, ça s'intéresse beaucoup le marché du travail, le logement. Voyons, on vient de parler que du logement en Israël il y a une semaine, et maintenant c'est l'histoire. Il me paraît, dans un moment donné, j'ai bien regardé Netanyahou, qui était, il faut le dire, il était très habile. Il était très très impressionnant, comme toujours, comme il est toujours, mais je le regardais et je pensais peut-être il a un rêve, un petit rêve, c'est de devenir le président des États-Unis. Il paraît comme un candidat très très populaire de la droite aux États-Unis. Rien à faire avec la société israélienne. Vous êtes d'accord, Emmanuel Nabon? Moi, je suis venu ce soir pour parler du discours de Netanyahou pour faire campagne électorale. Non, mais c'est intéressant de savoir si justement ce dossier iranien est surdramatisé par Netanyahou ou pas. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui concerne la sécurité des Israéliens et d'Israël? Je pense que vous avez parlé des habitants de Sderot et du Nord qui sont frappés et qui ont été frappés dans le passé et qui continuent de l'être par les missiles du Hamas de la bande de Gaza et par les missiles du Hezbollah. Je ne vous ai pas interrompu quand vous avez changé de sujet. Et par les missiles du Hezbollah dans le Nord, et ces deux organisations sont soutenues par l'Iran. Il ne s'agit pas d'un sujet théorique. Il s'agit de gens qui perdent leur vie, de gens qui doivent se cacher dans des abris, et ces organisations qui leur tirent dessus dans le Sud et dans le Nord sont soutenues par l'Iran. Donc il ne s'agit pas d'un sujet imaginé. C'est un sujet réel. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'il ne faille pas traiter des questions économiques, mais nous sommes en train de parler de la question iranienne. Donc soit on veut changer de sujet, soit on veut parler de ce sujet. Il s'agit d'un sujet réel, qui n'est inventé par personne, et même Yitzhak Herzog le reconnaît, que c'est un véritable problème. Alors ensuite, qu'on puisse être en désaccord sur la meilleure façon de le traiter, ça, bien entendu, c'est un désaccord politique parfaitement légitime. Sur toutes les questions, qu'il s'agisse des questions de société, d'économie ou de sécurité, il y a en général un accord large sur la réalité des problèmes et un désaccord sur la façon de les résoudre. On le sait, mais ça n'est pas un problème imaginaire, c'est un problème réel. Non, c'est pas imaginaire, mais c'est le problème numéro un, le seul problème et avec lequel Netanyahou a fait et va faire sa carrière. C'est le seul sujet dont il parle du tout, toute sa carrière. C'est-à-dire même quand on a parlé de la crise énorme de logement, il y a une semaine, il a dit oui, il y a une crise de logement, mais je ne cesse pas à réfléchir sur la vie elle-même. La vie elle-même, en disant, la vie elle-même, c'est l'Iran. Netanyahou a fait de l'Iran a fait d'Israël, en effet, le sujet la victime numéro un de l'Iran.
comme si l'Iran ne faisait pas un problème mondial. C'est un problème mondial. Alors c'est ce qu'il a dit aussi, d'ailleurs c'est une partie de son discours où il a expliqué aux Américains finalement que c'est pas le problème que d'Israël, cette menace nucléaire iranienne, mais c'est le problème du monde entier. C'est quelque chose qu'il a, en tout cas sur lequel il a insisté ce soir. Il faut bien comprendre quelque chose quand on parle de l'Iran comme problème mondial, pour reprendre votre expression. D'abord, si le sujet iranien est devenu un sujet au centre du système international, des préoccupations internationales, il faut le mettre également au crédit de Netanyahou, qui n'a cessé d'en faire un sujet central dans la diplomatie mondiale. Et si aujourd'hui il y a des négociations des 6 puissances avec l'Iran, c'est aussi parce qu'Israël a mis ce dossier sur la table, n'a cessé de le répéter. Ensuite, lorsqu'on dit que c'est un problème mondial, je vous rappelle que l'Iran ne menace pas ouvertement, en tout cas, de vouloir annihiler et anéantir un quelconque autre pays à part Israël. Donc Israël a une situation très particulière dans la mesure où l'Iran a une obsession avec Israël. Et lorsque Khamenei, le guide suprême de l'Iran, fait des tweets en disant « il faut effacer Israël », je ne l'ai jamais entendu faire des tweets en disant « il faut effacer la France ou l'Italie ou la Jordanie ». Et donc Israël, oui, a une place particulière dans la vision fanatique et haineuse de l'Iran. Donc oui, d'autres pays sont menacés, mais Israël est au centre de l'obsession iranienne. Est-ce que c'est pas un tango, un jeu de tango, une folie à deux? Parce que Israël, elle aussi, pas Israël, mais Netanyahou seul, Israël a une obsession vers l'Iran. Et je me demande, est-ce que Netanyahou veut détruire l'Iran? Est-ce que c'était vraiment indispensable pour Netanyahou de dire tout ça aux États-Unis, à Washington? Il le dit toujours, il le dit tout le temps. Il le dit, ça fait 15 ans qu'il le dit en Israël. Pourquoi aller à Washington à ce moment-là? Pourquoi faire toute cette parade à Washington aujourd'hui, 2 semaines avant les élections en Israël? Pourquoi c'était si urgent? La réponse est simple. Il ne va pas arrêter, il ne va pas changer aucune décision des États-Unis. Comment le savez-vous? Je pense. D'accord. Alors, et vous pensez? Je pense la chose suivante. D'abord, pourquoi maintenant? Parce que, comme vous le savez, il y aura des élections dans 2 semaines. Personne ne sait, ni vous, ni moi, ni Netanyahou lui-même, s'il sera toujours Premier ministre dans 2 semaines. Donc, il eût été possible qu'il aurait perdu l'occasion d'en parler si il n'est pas Premier ministre dans 2 semaines. Donc, l'occasion s'est présentée. Il a été invité, je vous le rappelle, par le Congrès. Et s'il n'avait pas saisi l'occasion, il aurait pris le risque de ne plus jamais s'exprimer sur ce sujet. Jamais. C'est-à-dire le système diplomatique d'Israël ne marche pas. Non, je parle en tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre, il ne sait pas et personne ne sait s'il sera toujours Premier ministre dans 2 semaines. Et par conséquent, il n'existe pas d'autre moyen, sauf aller à Washington vers le Congrès. Soit on est Premier ministre, soit on ne l'est pas. Dans des relations comme Israël et les États-Unis, on n'a aucun moyen, sauf ce moyen dramatique. Quand on parle depuis 2 mois, on ne cesse pas de parler que de ça, il n'y a pas d'autre moyen? Il y a d'autres moyens qui sont utilisés, bien entendu, mais celui-là est important. Pourquoi? Parce qu'en politique étrangère, le Congrès a également son rôle. Les pouvoirs sont partagés entre l'exécutif et le judiciaire aux États-Unis en politique étrangère. Le Congrès a un rôle important à jouer. Et si le président Obama, si l'exécutif vient vers le Congrès avec un accord et que le Congrès le rejette, cela changera les choses absolument. Et je pense que si le Premier ministre pense qu'il est de son devoir d'essayer d'influencer le Congrès, et quand on a vu l'impact de son discours aujourd'hui... N'importe le prix. Pardon? N'importe le prix. Le prix des relations entre Israël et les États-Unis. Le prix de partager, de diviser le peuple juif, la communauté juive pour Israël. Vous savez, l'administration Obama elle-même ne cesse de répéter, je le cite, qu'il n'y a pas de crise. Même Susan Rice, qui est en général considérée la plus critique d'Israël dans l'administration,
a insisté sur le fait que les relations sont des relations authentiques et profondes. Je ne fais que les citer. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont eux qui le disent. Oui. Qu'il y a effectivement un désaccord sur les négociations sur le dossier iranien, mais il y a eu d'autres désaccords dans le passé entre les États-Unis et Israël. Il ne faut pas dramatiser. Il y a un désaccord qui est légitime. Je crois que le Premier ministre a expliqué de façon très claire sur quoi portait le désaccord, sur le contenu même de l'accord qui est en train d'être négocié. On voit également que les membres du Congrès eux-mêmes, dans leur grande majorité, également de très sérieux doutes sur l'accord qui se dessine entre les 6 puissances et l'Iran. Ça n'a rien à faire avec les élections en Israël, toute cette histoire? C'est-à-dire? Ça n'a rien à faire avec les élections, avec la faiblesse du Likoud ou la faiblesse de Netanyahou au sein du Likoud. Alors, vous allez répondre à cette question dans un instant. Je voudrais qu'on aille à Washington, puisque effectivement ce discours s'est terminé il y a environ 1 heure. On va retrouver Mathias Inbar qui est sur place. Bonsoir Mathias, vous avez donc assisté à ce discours qui a été, on va dire, marqué, et c'était très frappant, en tout cas, par cette série de standing ovations. On va dire que ce discours a été très bien reçu, en tout cas, par les membres du Congrès. Oui, Jean-Charles. En effet, ici, tant les journalistes israéliens qu'américains ont été particulièrement surpris de cette standing ovation. Plus de 3 minutes de standing ovation de tout l'ensemble des élus républicains comme Neurat à l'entrée de Benjamin Netanyahou. Et véritablement, eh bien, pour nous qui avons l'habitude de suivre les débats à la Knesset, cela n'a rien à voir. On a l'habitude de voir des députés en Israël invectiver directement le Premier ministre israélien. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Les députés, les élus républicains, tant républicains que démocrates, se sont levés à plusieurs reprises, ont applaudi et coupant le discours de Benjamin Netanyahou. Bref, un discours qui les a marqués, qui nous a marqués, tant d'ailleurs journalistes américains qu'israéliens. Alors sur le fond, bien évidemment, il y a matière à discuter. Dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on a annoncé des fuites, des renseignements, des nouveaux renseignements sur la manière dont se passent les négociations. Il n'en a pas été le cas à l'intérieur de ce Capitole ici à Washington. Il a simplement rappelé que les États-Unis et Israël partageaient des valeurs communes et surtout un combat commun contre la radicalisation de l'Iran, contre l'influence et l'impact de l'Iran dans la région. Et il a notamment cité sur le fait que l'Iran possède 4 capitales dans le Moyen-Orient: Téhéran, Beyrouth, Damas et puis Sanaa tout récemment. Donc bref, un discours plutôt attendu, pas forcément de nouvelles informations, un discours également très émotionnel, comme il a été qualifié par la presse américaine quelques instants plus tard. Alors Mathias, en tout cas, Netanyahou ne s'est pas gêné, parce que c'est ce qui ressort aussi quand même, pour critiquer l'accord qui est peut-être en train d'être conclu entre les puissances, dont les États-Unis et l'Iran. Pour lui, c'est clairement un mauvais accord. Ah oui, il a répété plusieurs fois, Jean-Charles, et pas qu'une fois d'ailleurs, lors de sa visite ici à Washington, hier à l'AIPAC, aujourd'hui au Congrès, de manière générale à la presse. Eh bien, pour lui, il vaut mieux aucun accord qu'un mauvais accord. Et alors, il a répondu à tous les sceptiques qui envoient en cette phrase une éventuelle volonté d'aller au combat directement, vouloir la guerre avec l'Iran. Et il a déclaré vraiment de manière très distincte, non, il n'y a pas l'alternative à la guerre, à un mauvais accord, mais il y a un meilleur accord qu'un mauvais accord. Voilà la phrase de Benjamin Netanyahou. Des propos qui ont été accueillis par les républicains, une grande partie démocrate, mais pas par tout le monde. Je dois dire que Nancy Pelosi, la responsable des démocrates à la Chambre des représentants, à plusieurs reprises ne s'est pas levée, n'a pas applaudi. Et d'ailleurs, elle a lancé un communiqué immédiatement après le discours de Benjamin Netanyahou. J'ai eu les larmes aux yeux, de manière très cynique, pendant le discours du Premier ministre israélien. Je dois vous dire que là, actuellement, tous les députés, tous les élus démocrates qui ont boycotté ce discours sont à quelques mètres de l'endroit où nous diffusons et sont en train d'organiser une conférence de presse pour rappeler leur opposition au timing du Premier ministre. En tout cas, en tout état de cause, l'équipe, l'entourage du Premier ministre, nous avons discuté avec le ministre adjoint des Affaires étrangères, Tzachi Hanegbi, l'entourage de Benjamin Netanyahou et la plupart des démocrates et des républicains ont, semble-t-il, en tout cas selon leurs propres termes, apprécié ce discours.
Merci Mathias Inbar, donc en direct du Congrès à Washington où vient d'avoir lieu ce discours. Netanyahou va d'ailleurs rentrer dans la nuit en Israël. Alors, c'est intéressant ce qu'a dit Mathias concernant la réaction de la chef de file des démocrates à la Chambre de représentants, Nancy Pelosi, parce qu'elle a dit effectivement que pour elle, c'était une insulte à l'intelligence américaine que de remettre en cause l'accord aussi ouvertement comme l'a fait Netanyahou. Je pense qu'il a dit clairement, je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment remis en cause la compétence du gouvernement Obama, c'est vrai, en disant que c'est un mauvais accord, que finalement cet accord est négocié de façon incompétente puisqu'il ne fait que repousser le problème et que l'Iran, au bout du compte, avec un tel accord, pourra arriver au break-up capability, c'est-à-dire d'arriver à la capacité nucléaire en quelques mois. Et lorsque Netanyahou dit « vous pouvez être plus ferme parce que vous êtes une superpuissance », c'est clair, et je l'ai dit tout à l'heure moi-même, que, alors je ne dirais pas qu'il insulte l'intelligence du gouvernement Obama, mais il dit clairement qu'il y a là un comportement incompétent et qui n'est pas un comportement d'une superpuissance. C'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, he went for broke. Il a dit des choses vraiment très fermes et même très dures. Je pense qu'il l'a dit également de façon sincère. C'est effectivement ce qu'il pense. Et je pense que lorsqu'il fait l'équilibre dans la balance entre ce que ressentent les démocrates, une partie des démocrates comme Pelosi, et ce que lui considère être l'intérêt d'Israël, à savoir que cet accord est dangereux pour Israël, il a fait son choix. Je pense personnellement qu'il a eu raison, parce que oui, cet accord est un accord incompétent, dangereux, et qu'on peut, comme il l'a dit, à la fois remercier les États-Unis pour leur soutien, le Congrès et le président, dire également qu'il n'a rien révélé de nouveau, puisqu'il a dit lui-même, tout est sur Google. Ce que je dis maintenant, c'est sur Google. C'est pas, je ne révèle pas d'informations, c'était un sujet de contentieux avant son discours, mais oui, cet accord est un mauvais accord qui est incompétent. On peut comprendre que Pelosi se sente froissé, mais il est allé pour dire sa vérité et pas pour faire plaisir. Bon, c'est inconvenant ou pas pour vous, le ton qu'il a employé? Je pense que c'est sa vérité, il est sincère, et je crois aussi qu'Emmanuel Navon, lui aussi, il est sincère, il croit vraiment que c'est l'intérêt d'Israël. Moi, je pense que vraiment que c'est plutôt l'intérêt de Sheldon Adelson, que c'est plutôt l'intérêt de la droite américaine, ça n'a rien à voir avec l'intérêt d'Israël. Il ne représente pas vraiment l'intérêt d'Israël, mais plutôt des forces politiques interne des États-Unis. C'est pourquoi elle a parlé de l'insulte de l'intelligence du White House, parce que là, vraiment, je pense que Netanyahou, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a joué avec le feu de la politique interne américaine. C'est vrai aussi que l'Amérique, les États-Unis ou le White House fait le même jeu parfois avec la politique interne d'Israël, c'est vrai. Mais quand même, là, ça me fait vraiment très, très triste de voir, parce qu'il y a une différence énorme entre ce que je pense, c'est quoi l'intérêt de l'État d'Israël et ce qu'a fait mon Premier ministre aujourd'hui à Washington. Mais j'avoue ne pas comprendre une chose dans votre raisonnement, Aviram Golan. D'un côté, vous dites que vous pensez que Netanyahou est sincère, et d'un autre côté, vous développez une théorie du complot selon laquelle il serait la marionnette de Sheldon Adelson. Donc, soit il est sincère, soit il est manipulé. Il est très, très sincère en ayant la marionnette de Sheldon Adelson. C'est pas la première fois. Qui est le milliardaire américain, voilà, qui finance à la fois les républicains et qui est responsable de cette invitation qui n'était vraiment... qui était vraiment... C'était si... On pouvait le voir, toute cette histoire. C'était très, très clair. Mais s'il est manipulé, il n'est pas sincère. Je veux dire, soit il est manipulé, soit il est sincère. Pourquoi on peut manipuler il agit selon les ordres, comme vous l'expliquez. Sincère, et Netanyahou, c'est le roi de la manipulation et d'être sincère en même temps. C'est ce jeu de dramatiser l'Iran, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il a fait, je me souviens, un jour, il y a 10 ans, j'étais à New York, et je pense que c'était Ariel Sharon qui était le Premier ministre. Lui, il est allé à Los Angeles, et Ariel Sharon lui a
lui a interdit de parler aucun mot de l'Iran, il l'a fait quand même. Et il a dramatisé des choses, au contraire, dans une façon qui était le contraire dramatique de ce qu'a dit Sharon un jour avant. Et à l'époque, le journal israélien n'existait pas, donc était-il également manipulé par Israël à l'époque? C'est pourquoi je dis il est sincère, c'est son jeu, mais quand même maintenant, le fait qu'il était à Washington, le fait qu'il est allé parler au Congrès, c'est une partie d'un jeu de la politique interne américaine dont Netanyahou est une marionnette. Le fait qu'il est sincère au cas de l'Iran, c'est pas mauvais pour Sheldon Adelson non plus. Bon, et est-ce que c'est bon pour la politique israélienne interne cette fois, puisqu'on est en période d'élection? Est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Navon, ce discours va avoir un impact? Parce qu'en ce moment, on voit bien que dans les sondages, il y a une sorte de retournement qui s'opère. En tout cas, l'avance du parti sioniste, de l'Union sioniste, est en train peut-être aussi de se créer face au Likoud dans les sondages, dans les derniers sondages en tout cas. Vous savez, les sondages sur les résultats attendus ou théoriques à la fois du Parti travailliste et du Likoud, en moyenne, ces dernières semaines, montrent que les deux partis, plus ou moins, sont au coude à coude. Mais pour être Premier ministre, il faut former une coalition en Israël. Nous sommes un système coalitionnel, nous ne sommes pas un système de deux partis comme dans les pays anglo-saxons. Et lorsqu'on regarde l'arithmétique pour former une coalition, Yitzhak Herzog n'a pas de coalition, chose qui a, entre parenthèses, été confirmée par le débat à 8 partis la semaine dernière, dans la mesure où le parti Meretz ne rentrera pas dans une coalition avec Lieberman, et dans la mesure où Yair Lapid ne rentrera pas dans une coalition avec Shas. Ce parti Meretz existe du tout. Bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il n'a pas de coalition. Netanyahou, lui, en a une, même si il venait avoir moins, ou son parti en venait avoir moins de mandats que le Parti travailliste. Il y a une autre option également, c'est un gouvernement d'union nationale entre le Likoud et le Parti travailliste. Donc encore une fois, quels que soient les sondages, que le Likoud et le Parti travailliste aient 1, 2 ou 3 députés de plus l'un ou l'autre, au bout du compte, il faut former une coalition. Un mot là-dessus? Il reste quelques secondes. Je suis tout à fait d'accord. C'est Netanyahou qui va... Donc il n'y aura pas d'impact de ce discours, finalement, ce n'est pas une opération politique interne. C'est encore une fois que je dis que c'est ni d'impact, ni d'importance. Il va gagner, il va former la coalition. Il fallait pas qu'il aille à Washington pour cela. Merci Avirama Golan, merci Emmanuel Navon. On continue cette édition spéciale dans un instant, à la fois les aspects diplomatiques, politiques de ce discours, et puis bien sûr d'autres reportages et d'autres directs à venir. À tout de suite.